en partenariat avec le Journal des Arts. C'est l'histoire d'un tableau italien de 1598 qui raconte la rencontre oubliée avec le royaume du Congo. C'est l'histoire d'un peintre surnommé le Caravage qui voulait transgresser toutes les règles. C'est une histoire de désir que rien ne peut assouvir. C'est une histoire de violence qui résonne encore avec notre époque. Voici l'une des premières œuvres du peintre italien Michelangelo Merisi, dit le Caravage. En apparence, deux femmes en train de discuter chez elles. Le tableau représente en effet Marthe, une des premières disciples de Jésus, qui raconte à sa sœur Marie-Madeleine la vie du Christ. Marthe compte d'ailleurs sur ses doigts les miracles que Jésus vient de réaliser et cherche à convaincre sa sœur d'abandonner sa vie de plaisir. Ce tableau n'est pourtant pas seulement une scène religieuse. Il ouvre sur un monde bien plus vaste, qui n'apparaît pas au premier regard. Pour en comprendre toute la complexité, il faut paradoxalement s'attarder sur l'un des plus petits objets de sa composition. Le peigne en ivoire à la dent cassée, posé au premier plan sur la table. La clé de lecture d'un chef-d'œuvre composé par un jeune homme turbulent qui venait de s'installer depuis peu à Rome. Toute cette histoire commence à Rome. En 1598, la ville est alors le centre du monde. Du moins, du monde catholique. Depuis la cité du Vatican, le pape règne sur l'âme de millions de fidèles. Les richesses s'accumulent et prennent la forme de palais ou d'églises grandioses. Les jeunes hommes venus de toute l'Italie viennent construire la ville merveilleuse. Au début du XVIIe siècle, Rome est un chantier permanent à la gloire de Dieu. Mais, à la nuit tombée, lorsque les bruits de construction cessent, la ville se transforme radicalement. À l'époque, Rome est aussi la capitale mondiale de la tentation. Les bandits et les vagabonds, les artistes et les voleurs viennent de toute l'Europe chercher à Rome quelques miettes de richesse, de gloire ou de désir. Ses habitants semblent invariablement être attirés par les lumières de la luxure. Plus de 1000 courtisanes, un chiffre colossal pour l'époque, exercent leur charme dans les innombrables bordels que compte la ville. La nuit
Rome est la ville de toutes les démesures et du chaos. Vitamins I, ES, Gartenstruck, Top, YJ. L'autorité religieuse a cependant des problèmes bien plus importants à gérer que la débauche des habitants de la ville. En 1598, l'Église catholique fait face à l'une des plus graves crises de son histoire. Une hérésie venue du nord de l'Europe, menée par ceux que l'on appelle les partisans de la Réforme, remet en cause depuis quelques décennies ces dogmes. Cette réforme appelle dorénavant les fidèles à se méfier de ces images de saints qui prêtent à l'idolâtrie. Et critique même les richesses accumulées par l'Église romaine. Contre cette volonté de dépouillement, l'Église catholique romaine va alors utiliser l'art comme arme de combat. Les représentations dans les églises devront dorénavant être spectaculaires, joyeuses et en perpétuel mouvement. Un triomphe à la gloire de Dieu et de ses saints. C'est dans ce contexte trouble que l'Église romaine découvre les tableaux d'un jeune homme qui va pouvoir servir son message. Michelangelo Merisi. À Rome, tout le monde appelle Michelangelo Merisi le Caravage, du nom de la petite ville de province dans laquelle son père avait été intendant. Il a 27 ans quand il peint Marthe et Marie-Madeleine, et derrière lui, une carrière de peintre déjà riche de scandales. Des scandales déclenchés souvent pour les mêmes raisons. Les modèles qu'il peignait ne provenaient pas de son imagination. Ils étaient bien réels. Marie-Madeleine est ainsi Philidée Melandroni, sortie de la misère par son talent de modèle. Maîtresse reconnue de plusieurs nobles romains, reine de la nuit et des plaisirs défendus. Une courtisane qui deviendra son amie et l'une de ses modèles préférés. Pour créer son tableau et représenter Marie-Madeleine, le Caravage avait dû descendre dans les bas-fonds les plus sordides de sa ville. Atlantis, bonsoir. Ciao, buonasera. Abbiamo delle serate a tema. Alors nous avons des soirées à thème. Le lundi, nous faisons la soirée tantra avec le massage tantrique. Le mardi, c'est Fast and Furious, pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps. Et puis le dimanche, qui est plutôt dédié aux nudistes. Et les célibataires doivent absolument venir en sous-vêtements. Ils ne peuvent pas rester habillés. Donc il y a des hétéros, des gays, des bisexuels, des lesbiennes. Le dimanche est vraiment le jour le plus transgressif de la semaine. Le Caravage venait d'ouvrir une porte jusque-là inimaginable dans les représentations des personnages religieux. La Marie-Madeleine du tableau
était une véritable courtisane, aussi scandaleuse que célèbre. Avec cette petite bouclette qu'elle avait, transgressive. Et maintenant aussi la poudre de maquillage comme Marie-Madeleine. C'est une façon de prendre soin de son corps, un peu comme le peigne. Marie-Madeleine était une figure transgressive à l'époque, un peu comme moi aujourd'hui. Et c'est clair que l'Église l'a qualifiée de prostituée. Parce que ça devait déranger qu'une femme puisse de cette manière gérer ses propres affaires et qui, pour l'époque, savait ce qu'elle faisait. C'était une femme libre et indépendante. Et je crois que l'Église a essayé de dénigrer tout ça. Marie-Madeleine me ressemble beaucoup. Et qui sait, peut-être que je suis une réincarnation de Marie-Madeleine. Dans les évangiles, Marie-Madeleine est un personnage particulier. Elle est d'abord connue pour être la première à reconnaître le Christ lorsqu'il ressuscite. Une apparition qui va plonger Marie-Madeleine dans une joie infinie, au point de répandre ses larmes de bonheur sur les pieds du Christ. Des pieds qu'elle va sécher avec ses propres cheveux. Une belle histoire de rédemption pour les lecteurs de la Bible. Car, jusqu'à cette apparition, Marie-Madeleine utilisait sa magnifique chevelure pour séduire les hommes. Nous avons d'autres pièces ici. Ça, c'est la salle seulement pour les couples, avec la cage transgressive. Mais parfois, les couples interagissent à travers les barreaux. Avec le temps, les peintres ont trouvé dans le personnage de Marie-Madeleine un prétexte pour représenter, entre autres, des femmes nues. Le Caravage avait repris dans son tableau une scène bien connue dans la peinture. Le peintre s'était très probablement inspiré de ce tableau. L'artiste reprenait non seulement la composition, mais aussi certains codes qui associaient depuis plusieurs siècles Marie-Madeleine à un habit de couleur verte. Le vert, l'une des couleurs les plus instables de la palette des peintres. Un code pour représenter les prostituées. Pourtant, à bien regarder, dans le tableau du Caravage, Marie-Madeleine n'est plus tout à fait vêtue de vert. Sa robe maintenant posée sur son bras. Le Caravage tente de saisir ce qui se passe au moment même où Marie-Madeleine se convertit. Tel un photographe de son temps, il ne cherche pas à représenter une action complexe. Il effectue plutôt un arrêt sur image. Comme par exemple dans ces deux autres représentations de Marie-Madeleine, dans lesquelles il cultive volontairement
l'ambiguïté entre les plaisirs religieux et ceux du corps. As then I arrive over to this line of Butterzak Sasters. Dans cette peinture, c'est comme une sorte de mélange entre le religieux mais aussi la jouissance. C'est-à-dire des corps en extase qui prennent aussi du plaisir, comme s'ils avaient un orgasme. Pour composer ses arrêts sur image, le Caravage utilise une technique révolutionnaire. Il place ses modèles dans une pièce entièrement noire. Et brusquement, une unique source de lumière venue du haut les transperce. Comme dans une photographie, la lumière vient capturer l'essentiel de l'instant. Elle agit comme une révélation. Elle fige la scène. Ici, celle, par exemple, d'un jeune Narcisse, admirant son reflet dans l'eau. C'est la lumière qui permet dorénavant de sortir l'homme des ténèbres. Le Caravage vient de donner vie à ce que l'on appellera le clair-obscur. Dans le clair-obscur, le temps d'un flash, le contour des choses devient soudainement moins net. As Skyride over towers Slittikutra, sex, over. Allora, il chiaroscuro per me Je crois que le clair-obscur exprime quelque chose de très important, parce que le suggestif, en réalité, est encore plus excitant, plus sexy. En fait, nous avons remarqué ici, dans le monde d'Atlantis, que beaucoup de couples éteignent même les bougies, parce qu'ils sont plus excités d'être dans l'obscurité totale. Ils veulent seulement jouer à un jeu de touche-touche. Di tocca. À travers ce jeu de lumière novateur, le Caravage parvient à créer un monde troublant. Il met en scène des personnages issus des bas-fonds de la ville, qui nous regardent dans les yeux, comme pour nous lancer une invitation à les rejoindre. Le peintre s'est représenté une fois dans ce monde interlope. C'est lui, ici, malade et maquillé, travesti en Bacchus, le dieu du vin et des orgies. Un tableau dans lequel il expose carrément au spectateur ses arguments intimes dès le premier regard. Des attributs sexuels symbolisés par cette petite grappe de raisin bien ferme qu'accompagne une paire d'abricots. Une population de jeunes garçons des quartiers populaires de Rome apparaît maintenant sous les traits de dieux antiques. Les corps musclés des jeunes ouvriers surgissent des bas-fonds pour remonter vers la grande peinture. Les examens au rayon X ont révélé une surprenante technique de composition des premières œuvres du Caravage. Il ne faisait pas de dessin préparatoire. Il inscrivait simplement, à l'aide d'un couteau et d'une pointe dans l'enduit, quelques légères marques comme celle-ci, pour définir les grands traits du placement de ses personnages. Le Caravage peignait de manière directe et brutale, en un seul geste. À Rome, voici donc un homme
entre seul avec son pinceau et son couteau dans un monde nouveau. En quelques années, le Caravage est devenu à Rome l'artiste le plus célèbre de sa génération. Ses tableaux présentant des modèles venus de la rue suscitent l'enthousiasme du peuple romain. Sa technique admirable suscite, elle, l'intérêt grandissant de l'Église. Pour contrer l'hérésie de la Réforme et convaincre en masse, il va falloir dorénavant aborder en peinture des sujets nouveaux, des sujets fondamentaux, comme celui, par exemple, de l'art, de se coiffer. Nous sommes concentrés sur le cheveu. Par exemple, quand on marche dans la rue, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, ce que l'on regarde en premier, nous, ce sont les cheveux. C'est une forme de déformation professionnelle. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est là où notre œil se dirige. Et quand j'ai vu le tableau, la première chose que j'ai vue, c'est d'un côté ces cheveux coiffés, bien arrangés, et de l'autre côté des cheveux désordonnés, en tout cas presque ébouriffés. C'est là où mon œil est allé. Oui, c'est sûr, dans l'œuvre du Caravage, on ne pouvait pas ne pas se rendre compte de la présence d'un peigne ou d'un miroir, et de la coiffure au premier plan du tableau. C'est ce que nous faisons depuis des années. Pour nous, ces trois éléments sont fondamentaux pour comprendre le tableau. Ce sont eux qui ont attiré notre attention. Avec ce genre de tableau, le Caravage voulait s'adresser non pas seulement à la raison, mais aussi à l'instinct, au sens, au corps. Le second personnage du tableau, Marthe, était ainsi une jeune courtisane que connaissait le Caravage, Anna Bianchini. Elle pose ici sous les traits de la figure de Marthe, une sainte connue dans la Bible pour sa vertu et son sens de l'ordre et de la morale. Un ordre représenté par le soin apporté à ses vêtements qui ne laisse, contrairement à sa sœur, n'apparaître rien d'indécent pour l'époque. La coiffure de Marthe dans le tableau était là pour signifier au spectateur la vertu du personnage. C'est très important dans une coiffure d'avoir des équilibres et d'avoir déjà une idée de ce que l'on veut faire, sur la manière de mettre en place ou d'enlever les volumes. Dans le cas de la coiffure de Marthe dans le tableau du Caravage, nous avons une composition, une coiffure très sophistiquée. Nous, là, nous avons décidé de remonter un petit peu la mèche qui tombe de travers, car cette mèche-là, bien mise, va donner un sentiment d'ordre et de justesse. À l'époque, une simple mèche de cheveux mal placée, une chevelure indisciplinée, pouvait dire beaucoup sur vous, sur votre classe sociale. Une image pouvait dire beaucoup de choses sur vous.
Donc là, ce que nous voyons des deux côtés, c'est que nous avons une coiffure extrêmement sophistiquée. Une nouvelle formule enrichie aux 3 vitamines pour agir dès la racine. Je coiffe mes cheveux comme je veux. Ils sont doux comme une caresse. Je vais vous faire une confidence. Représenter des cheveux était à l'époque pour les peintres un exercice de virtuosité. Une figure imposée dans l'apprentissage de son métier. Une manière de montrer aux autres sa capacité à maîtriser les couleurs, les formes, les ombres, les volumes. Tout grand artiste ne doit-il pas être capable de représenter des choses vraiment toutes petites ? Le peintre travaille sur la toile et nous, les coiffeurs, nous travaillons sur la tête. Nous utilisons les mêmes outils que les peintres, comme l'a dit David, qui sont les mains et les pinceaux. Nous créons des couleurs, nous créons des nuances, nous donnons de la lumière. Car sur les mèches où nous voulons illuminer le visage, nous donnons plus de lumière. Nous éclaircissons un peu plus les cheveux. Certaines zones que nous voulons rendre plus ombragées, on les rend plus foncées. C'est exactement ce qui se passe dans la peinture. Ô, Diego. Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como você... Sério? La coiffure de Marthe témoigne d'un bouleversement de société majeur qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Un siècle auparavant, il était mal vu de montrer pour les hommes comme pour les femmes ses cheveux en public. Certains précurseurs vont pourtant décider de faire de leur coiffure l'expression de leur personnalité. La plus célèbre de ces influenceuses de l'époque fut Simonetta Vespucci. Cette femme, noble de Florence, était connue de tous les peintres de l'époque pour ses cheveux extraordinaires. On la retrouve d'ailleurs dans un nombre surprenant de tableaux. La célèbre Vénus de Botticelli fut elle aussi une femme à l'existence bien réelle. Sans aucun doute le premier modèle dans la peinture en Europe, connu d'abord pour ses cheveux. La coiffure permet alors d'exprimer son appartenance à une catégorie sociale. Un cheveu bien coiffé signifie l'ordre, la norme, le contrôle de soi, la richesse. Une richesse qui s'incarne dans des coiffures de plus en plus sophistiquées. À l'inverse, le cheveu détaché ou sale est l'attribut des marginaux, des exclus de la société comme les ermites, les fous ou encore les sorcières. Dans ce dessin de l'artiste Hans Baldung, un important peintre du début du XVIe siècle, tout y est. Le cheveu rebelle évoque la tentation charnelle et la luxure incarnée par les femmes.
La coiffure bien mise de Marthe est donc une manière d'évoquer sa pudeur. Et les petites bouclettes désinvoltes de Marie-Madeleine, sa frivolité. La présence du peigne devait ainsi être plutôt claire pour un contemporain du Caravage. En permettant à Marie-Madeleine de se coiffer, il lui offrait la possibilité de changer de vie. Pour moi, il n'y a aucun doute que lorsqu'un homme ou une femme subit un grand changement dans sa vie, il ou elle commence par ses cheveux. Par exemple, un changement d'emploi ou le début et la fin d'une relation amoureuse. Donc, quelque chose qui bouleverse la vie d'une personne. Quelque chose se passe à l'intérieur et disons que l'on commence par exprimer ce bouleversement en changeant de coiffure. C'est comme si c'était un besoin interne qui se transmet à l'extérieur, qui se transporte dans les cheveux. Pour moi, c'est un besoin primaire d'apporter ce changement sur sa tête. Au même moment, à Rome, la vie du Caravage connaît elle aussi de grands changements. L'Église catholique passe maintenant commande aux peintres de scènes religieuses beaucoup plus spectaculaires. L'attente est immense. Le résultat, tout autant. En 1600, l'église de Saint-Louis des Français commande pour la première fois officiellement au jeune Michelangelo Merisi 3 tableaux retraçant la vie de Saint Matthieu. Saint Matthieu est dans les évangiles un simple percepteur des impôts qui, un jour, en rencontrant le Christ, reçoit sa vocation. Au contact de cette lumière divine, il va devoir s'écarter de son obsession matérielle. Une obsession symbolisée par les pièces d'argent sur la table. Comme pour Marie-Madeleine, le Caravage effectue ici un arrêt sur image, un instantané. Pourquoi moi, ici et maintenant, semble nous dire Saint Matthieu. Sa vie est sur le point de basculer pour toujours. Le public du Caravage s'identifie, lui, au personnage du tableau, habillé comme à l'époque. Il n'avait jamais rien vu de tel dans la peinture. Dans la deuxième partie, celle dans laquelle Saint Matthieu est frappé par un garde, le peintre se représente au fond du tableau. Et il ne veut rien édulcorer de la violence qui se répand chaque jour dans les bas-fonds de Rome. Saint Matthieu est ici agonisant, terrifiant de réalisme, jusqu'au mince filet de sang qui s'échappe de son corps. L'artiste place au centre de la composition non pas Saint Matthieu, mais son bourreau. Derrière ce tableau, un message clair. L'époque est à la répression de l'hérésie des partisans de la Réforme. Les habitants de Rome observent, chacun à leur manière, l'apparition du mal. C'est ce que peindra au fond le Caravage toute sa vie. Des moments d'intense transformation. Le troisième tableau est d'une virtuosité inouïe.
Saint-Matthieu, l'ancien usurier devenu martyr est maintenant sur le point de devenir un saint. Chaque détail du tableau vient suggérer la grâce. Dans l'étoile du Caravage, le temps semble suspendu. Avec ce tableau, le Caravage nous présente l'un de ses premiers instantanés, de ses fameux arrêts sur image. Le moment exact pendant lequel Marie-Madeleine est touchée par la grâce. Le tableau propage, exactement comme le voulait l'Église catholique, le message d'une foi immédiate et irrationnelle. Telle une passion amoureuse. Dans le tableau, deux autres éléments indiquent ainsi que Marie-Madeleine n'est maintenant plus seulement une prostituée. Dans sa main droite, une fleur d'oranger, un symbole d'accès au paradis. Et sur sa main gauche, pour témoigner de son mariage mystique avec Dieu, une alliance. Dans cette conversion qui se déroule sous nos yeux, le peigne est l'élément central du tableau. Car se coiffer permet d'accéder à la pureté. Les contemporains du Caravage l'auraient compris grâce à la matière même dans laquelle était façonné l'objet précieux. L'ivoire. Qui avait fabriqué le peigne? Et comment avait-il pu arriver concrètement sur cette table? À l'époque, une grande partie des objets en ivoire transitaient encore par Paris. Un siècle auparavant, la ville était la capitale mondiale de ceux que l'on appelait les ivoiriers. Et jusque-là, l'ivoire des peignes venait en grande partie de sources surprenantes. Voilà, vous avez plein d'ivoires différents. Alors, vous avez l'ivoire de morse, vous avez l'ivoire de phacochère, ça c'est l'ivoire d'hippopotame. Ah oui, ça va. Là-dedans, il y a des trucs depuis un siècle et demi. Ces peignes-là étaient faites pour l'époux. On est le fou, ça existe depuis longtemps. Bon, le grand truc qui est en blanc, là, en ivoire énorme, là, qui est plat, là, tu me le passes. La matière première est dure, alors comme toutes les matières premières dures, ça se travaille bien. L'ivoire, c'est une matière naturelle, puisque nous avons nos dents qui sont en ivoire recouvertes d'émail, comme les défenses d'ivoire, les défenses de narval et toutes les défenses d'animaux qui sont en ivoire.
et qui sont travaillables, si vous voulez. On ne peut pas simplement tirer le morse au fusil, parce que tué ou blessé, il coule à pic. Il faut donc s'approcher à portée de harpon. C'est d'abord le morse des colonies vikings du Groenland qui a longtemps fourni la matière première de centaines d'objets précieux en Europe. Par sa couleur blanche, l'ivoire était associé à la pureté, à la chasteté, à la bonté divine. En kayak, c'est jouer avec la mort. D'un seul coup de ses terribles défenses, un morse peut tailler le bateau en pièces et l'homme aussi. Ses dents protubérantes se sont transformées en figures religieuses, en vierges et en Christ portatif qui allaient permettre de propager très concrètement le message de l'Église catholique. L'ivoire était associé à la révélation divine. Dans son tableau, le Caravage mettait aussi en scène les bouleversements de son temps. L'ivoire, cette matière noble, venait incarner la capacité de l'Église à ramener dans son royaume les âmes perdues. Celles des prostituées, évidemment. Mais surtout, les âmes perdues des partisans de la Réforme. Pour ceux qui choisissaient la bonne voie, la récompense était grandiose. Ni plus ni moins, comme le montre la lumière qui se reflète dans le miroir, que le paradis. L'ivoire du tableau reliait la peinture au changement profond qui s'opérait dans le monde. Car la matière ne venait probablement plus, comme depuis des siècles, du morse du Groenland. L'animal, à force de surexploitation, était devenu trop rare et trop cher. Quelques décennies auparavant, une nouvelle route d'approvisionnement avait fait son apparition. Découverte il y a peu par les marins portugais. Ces derniers, en cherchant à être les premiers à faire le tour de la Terre, avaient exploré pour la première fois les côtes de l'Afrique. En 1483, ils découvrent un endroit complètement inattendu dans leur quête, le royaume du Congo. Un immense royaume situé entre l'Angola, la République démocratique du Congo et le Congo actuel. Les Portugais viennent de rencontrer un empire structuré politiquement et militairement. Et la source d'un ivoire bien plus abondant que celui des Morses. À l'époque du royaume du Congo, l'éléphant n'est pas encore une espèce menacée d'extinction. Il vit là, par centaines de troupeaux. Paradoxalement, le plus grand mammifère terrestre est dans la forêt l'un des animaux les plus difficiles à voir, capable de rester immobile des heures.
Il est parfois possible de passer à quelques mètres de lui sans l'apercevoir. Un éléphant. Ça, là, c'est aussi le travail d'un éléphant. Ça, c'est aussi le travail d'un éléphant quand il trouve le palmier. Il bouge, puis il le jette par terre. C'est le chemin des éléphants qu'on traverse là. Ça vient d'un éléphant. Ce sont les excréments des éléphants. Et ils sont passés ici ce matin. Un troupeau entier de 100 et quelques éléphants. Dans les films coloniaux du début du XXe siècle, les Européens ont remis en scène ces chasses à l'ivoire, qu'ils imaginaient avoir lieu il y a des siècles. Ils découvrent qu'ici, l'éléphant est plus qu'un animal. L'ivoire de ses défenses permet d'entrer en contact avec le monde des morts. Au Congo, l'ivoire ne sert pas à fabriquer des peignes. Il est un instrument de passage entre le monde des morts et le monde des vivants. Un symbole permettant d'accéder à l'invisible. Là, les éléphants sont difficiles à voir, car la route n'est pas finie. Et comme il y a plusieurs endroits marécageux, ils vadrouillent et on n'arrive pas à les localiser. Oui, nous faisons beaucoup de choses avec l'ivoire. L'ivoire a beaucoup d'importance. C'est pourquoi on doit le protéger, sinon ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas beaucoup de travail ici dans le Kisama. Là, un éléphant. Au début du XVIe siècle, on imprime en Europe des images de la rencontre des Portugais avec les Congos. Ce sont des images importantes, car ce seront les seules de leur genre pendant des siècles. Celles d'un regard profondément égalitaire envers une puissance africaine. Les Portugais sont d'abord fascinés par ce qu'ils voient. Les nobles Congos sont représentés grandioses, au premier plan. Les villes sont gigantesques et magnifiées pour marquer la puissance politique. Les épées, très exactement représentées, illustrent la puissance militaire et la maîtrise des technologies du fer. Les visages des nobles Congos ressemblent trait pour trait à ceux des Européens. Dans cette autre gravure en arrière-plan, on trouve une surprenante rencontre amicale, digne d'une scène de film entre Européens et Africains. Ici, c'est l'explorateur européen qui s'agenouille naturellement devant le roi autochtone. Il y a eu à un moment dans l'histoire une autre manière de voir le monde. Et dans ces images, il n'est pas rare de retrouver la matière qui avait servi à fabriquer le peigne. L'ivoire relie d'un fil invisible le tableau du Caravage avec ce qui se jouait alors en Afrique. Il associe deux temporalités qui, pour un instant, se mêlent.
Par exemple, la couleur de l'ivoire, ici dans la dent du peigne. Oui, et aussi le marron. Ça attire l'attention. C'est vraiment bien dessiné. La rencontre entre les Portugais et les élites Congo va donner naissance à un événement singulier dans l'histoire. En 1491, le roi du Congo, Nzinga Ankuwu, se convertit de lui-même au catholicisme et prend le nom de Jean Ier. Il est encore difficile de comprendre pourquoi les élites Congo se sont converties avec un tel enthousiasme. Est-ce parce qu'Européens et Africains partageaient de très larges croyances communes? Des croyances en la résurrection des morts, que cela soit celle du Christ ou des ancêtres? Est-ce la présence de nombreux motifs communs entre les deux cultures, comme la croix? Un symbole proche de l'ivoire, car il marquait la rencontre des mondes visibles et invisibles. Ou alors, est-ce parce que la couleur blanche des Européens faisait passer ces derniers, comme cela était la tradition chez les Congos, pour des ancêtres revenus du monde des morts? Sûrement, pour toutes ces raisons mêlées, se forgea une culture unique, dans laquelle le royaume du Congo apporta à son tour au christianisme une richesse de signes et de symboles. Cette rencontre d'égal à égal ne dura malheureusement que quelques décennies. Au tournant du XVIIe siècle, les marchands portugais se font de plus en plus avides de ressources nouvelles. Le commerce de l'ivoire connaît une intensification chaque jour plus grande. Ces maisons vendaient surtout de l'ivoire. Elles avaient des vitrines pour l'ivoire et à l'arrière, c'était le produit phare, la principale marchandise, à savoir les esclaves. Alors, le patron vivait à l'étage avec ses affaires et ici, il y avait les esclaves. Ils vivaient au-dessus avec ce système de surveillance pour contrôler la marchandise. L'ivoire fait donc partie intégrante de notre identité. L'ivoire est très associé à notre culture. Il est symbole de grandeur, symbole de protection, symbole de force. Mais c'est ce même ivoire qui nous a été enlevé. Au début du XVIIe siècle, les Portugais ne vont plus seulement tenter de s'emparer de l'ivoire et des esclaves. Ils vont essayer de prendre possession du royaume lui-même. L'ivoire des Congos va leur servir un autre but, offrir des cadeaux diplomatiques. Des cadeaux que l'on envoie en Europe pour chercher de nouvelles alliances face à ces envahisseurs. Ces défenses prennent le nom d'olifants et deviennent des objets d'une immense curiosité. Un tableau, dont on ne connaît pas avec certitude l'auteur, représente en 1643 l'un des serviteurs d'un ambassadeur du Congo venu jusqu'en Europe du Nord pour renforcer les alliances diplomatiques de son pays. Dans ce tableau,
La fascination du peintre s'exerce de toute évidence autant sur l'homme qu'il découvre que sur l'olifant magnifique qu'il tient dans ses mains. Está isto. Bem, aqui como podemos ver. Bien. Ici, comme l'on peut voir, autrefois ici c'était la zone commerciale et la zone résidentielle. On l'appelait la zone de la plage car il y avait une vue privilégiée sur la mer. Donc les seigneurs restaient ici à contempler la mer pendant que les bateaux arrivaient pour chercher les esclaves. Mais avant, la vue était dégagée et il n'y avait aucune barrière dans cette zone. Il était possible de contempler l'Atlantique et d'observer les bateaux amener leurs marchandises. Les Congos ne sont jamais restés passifs face aux forces qui menaçaient leur royaume. En 1604, ils vont envoyer à Rome un ambassadeur chargé de demander au pape lui-même la fin des ambitions portugaises sur leur territoire. Une mission capable de changer le cours de l'histoire. Cet homme s'appelait Antonio Manuel Nsaku Nevunda. C'est pourquoi on parle tant de lui aujourd'hui. Il a quitté ce territoire qui est l'Angola, issu d'un royaume qui était déjà un empire. C'était un État, le royaume du Congo. Un État considéré comme l'un des royaumes les plus organisés qu'il n'y ait jamais eu en Afrique. Un royaume qui avait déjà sa civilisation. Un royaume qui avait déjà sa diplomatie. Après 4 ans d'un voyage éreintant, il parvient à Rome malade, le 4 janvier 1608. Mourant, aux portes du Vatican, il demande officiellement audience au pape. Il y a ici une chose très particulière, très étrange et originale que beaucoup remarquent mais qu'ils ne considèrent pas comme importante. C'est une image qui est là-haut. Là-haut, nous voyons un monument funèbre et nous voyons surtout une sculpture, le portrait d'un Africain. C'est un personnage à la peau sombre, réalisé en marbre très onéreux et très précieux. Il est enterré juste ici, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Hic requiescit, qui veut dire en latin « il repose ici », car effectivement l'ambassadeur du Congo est enterré exactement ici, sous le sol. Paul V l'accueille avec les honneurs car l'ambassadeur était la personnification d'un roi. Donc l'ambassadeur était traité exactement comme s'il était le roi. Il est accueilli mais il est malade. Il est immédiatement mis dans une chambre préparée pour lui et gardé au lit. Le pape envoie son médecin personnel pour essayer de le sauver, pour essayer de le guérir. Et le pape, chose extraordinaire, quitte son palais et va à la rencontre de l'ambassadeur dans son lit. Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire, parce que les ambassadeurs doivent aller dans la salle du trône du pape, et le pape doit être sur le trône. L'ambassadeur doit s'agenouiller et remettre tous ses documents officiels. Mais ici, pour une fois dans l'histoire, c'est le pape qui va vers l'ambassadeur, parce que l'ambassadeur est malade.
malade. Paul V était intéressé par en savoir plus sur le roi du Congo. Paul V était intéressé par la diplomatie, comme beaucoup de papes. Trois jours après son arrivée, l'ambassadeur du Congo meurt, sans avoir pu transmettre officiellement sa demande d'alliance. L'Église catholique romaine ne défendra jamais la souveraineté du royaume catholique du Congo. Pendant des siècles, cette histoire tomba presque dans l'oubli. L'existence du royaume catholique du Congo fut rayée des livres d'histoire par les colons européens. Comme s'il ne fallait pas qu'eût existé une histoire commune entre Africains et Européens. On ne peut pas être complètement certain, mais oui, c'est très probable que le roi Alphonse du Congo ait envoyé avec ses ambassadeurs un cadeau précieux et probablement de l'ivoire. Cet ivoire qui a toujours été considéré en Europe comme un matériau extrêmement précieux. De l'ivoire produit en très grande quantité, évidemment au Congo, et donc un matériau qui, peut-être au Congo, n'était pas si précieux, mais qui était très demandé en Europe, en sachant qu'il était considéré comme l'un des matériaux les plus précieux possibles. Oui, il est très probable que l'ivoire soit arrivé du Congo pour le pape. Si le peigne reliait la Rome du Caravage avec ce qui se passait en Afrique, le tableau allait, lui, être la première étape d'expérience de plus en plus radicale menée par le peintre. La première étape d'une recherche d'absolu qui finira très mal. Le Caravage cherchait-il à voir des choses que personne n'avait vues jusqu'ici ? En 1606, au cours d'une partie de jeu de raquettes qui avait dégénéré, il se bat avec un noble romain et finit par le transpercer d'un coup d'épée, par commettre, comme dans ses tableaux, un meurtre. Le Caravage s'enfuit précipitamment de Rome, recherché par toutes les polices du Vatican. Il erre comme un fugitif tout autour de la Méditerranée. D'abord à Naples, puis sur l'île de Malte, où il continuera à peindre. C'est lui ici, sous les traits du visage sanglant de Goliath, tué par David. Il se montre en victime pour expier publiquement sa faute et demander pardon au pape. Pour l'Église, ces derniers tableaux franchissent la limite de l'acceptable. Il n'hésite plus à signer ses œuvres dans le sang de ses personnages. F. Michelangelo, pour frère Michelangelo Merisi. La créature qu'avait façonnée l'Église était en train d'échapper à son créateur. Pour fait de violence, le Caravage finira par être expulsé de Malte et se retrouver à Syracuse, en Sicile. Dans l'une de ses dernières œuvres connues,
tout témoigne de sa solitude extrême. La scène représente deux fossoyeurs qui s'affairent à creuser une tombe. Derrière eux gît le corps de Lucie de Syracuse, martyrisée pour avoir refusé d'abjurer sa foi chrétienne. Le prélat, qui symbolise l'église officielle sur la droite, est marginalisé. Il est possible que le visage du peintre apparaisse pour une dernière fois ici, frappé par la lumière et détournant son regard de la scène. Maybe you should see a doctor. Thanks. En juillet 1610, le Caravage tente de revenir à Rome. Malade, il meurt sur la plage d'Ostie, à quelques kilomètres de là où il avait peint 12 ans plus tôt Marthe et Marie-Madeleine. Michelangelo Merisi, dit le Caravage, avait 38 ans. À Rome, les artistes jaloux du Caravage effacèrent peu à peu les traces de ce génie irascible et violent. Ce n'est qu'au XXe siècle que des historiens de l'art rassemblèrent les plus de 60 tableaux qui s'étaient perdus ou ne lui avaient même pas été attribués pour finir par comprendre l'influence fondamentale qu'eut l'artiste. Des centaines de peintres qui s'inscrivent dans un mouvement que l'on appelle caravagisme essayèrent au fil des siècles de représenter le monde à la façon du peintre italien. Les visions enflammées du Caravage finirent par traverser le temps. L'histoire du peigne du Caravage résonne encore avec notre époque. Le commerce d'ivoire d'éléphant n'a jamais cessé de croître, au point de menacer l'existence même de la Dimale. Depuis 1975, la vente d'ivoire est illégale dans la plupart des pays du monde. Les stocks, saisis par les autorités au Congo actuel ou ailleurs en Afrique, sont régulièrement brûlés pour tenter de mettre fin à l'offre. Et peut-être un jour, à la demande d'ivoire. En 1967, des émeutes éclatent aux États-Unis entre la police et des représentants des communautés afro-américaines. La ségrégation et la répression policière aboutissent à l'embrasement d'une ville en particulier, Détroit, la même où est exposé le tableau du Caravage. Et, parallèle fascinant, à plus de 400 ans de distance, un objet en particulier va devenir dans cette ville
le symbole de ses mouvements de protestation. Un peigne, devenu à nouveau le moyen d'affirmer son identité. It's a comb made locally by Paseo Products on Joy Road. It's especially used for the natural hairs with long wire teeth, which is soft enough so that you can use in combing the hair, and it's limber enough so they wouldn't cause breakage in the hair. I see. Did that originate in Africa? Or is that an American design? Basically, it's originated in Africa, but the style and the comb also came to the West. Now, has her hair been washed already, or, is that something that you would do ordinarily later on after you had massaged it to limber it up? Well, you have two choices. You have... Le tableau du Caravage eut, quant à lui, une vie aussi mouvementée que son créateur. Longtemps considéré comme un faux, il fut acheté pour une somme dérisoire en Italie au début du XXe siècle par un riche ambassadeur argentin. Ramené aux États-Unis, où il fut oublié, puis vendu en 1973 au Musée des Arts de Détroit, qui réalisa des expertises poussées sur la peinture et découvrit qu'il s'agissait bien de l'original de Marthe et Marie-Madeleine, de Michelangelo Merisi, dit le Caravage. Voici donc que prend maintenant entièrement forme le monde composé par le Caravage. Le tableau est l'expression du changement profond qui s'opère dans la vie intérieure de Marie-Madeleine. Un arrêt sur l'image de sa révélation. Avec ce peigne, posé ici au premier plan, le Caravage nous montre que l'on peut à tout moment se transformer. L'ivoire est une matière à double sens, aussi bien spirituelle que macabre. Dans ce tableau, le Caravage ne juge pas. Il admire en réalité autant la sainte que la prostituée. Le peintre nous laisse à cet instant d'indécision, à ce croisement brûlant des choix qui engagent nos vies entières. Entre l'ombre et la lumière, quel chemin faudra-t-il prendre? Une immense question pour un si petit peigne fabriqué dans un ivoire acheminé probablement par des Portugais depuis le royaume du Congo et offert à une prostituée à Rome en 1598. Ainsi, tout ceci cherche à nous rappeler, encore une fois, que nous sommes de passage et que les objets précieux, la vie fastueuse, est au fond ridicule, inutile, car la vie est courte. Bon, ce soir, on doit aller boire un verre pour se remonter le moral.